Mon voyage n'a pas commencé comme je l'espérais. Jeudi et vendredi, j'étais censé aller à une conférence à Minneapolis, mais ce n'était pas le chaleureux départ habituel auquel j'étais habitué. Ma femme, Martha, prenait habituellement une demi-journée de congé pour rendre mon départ mémorable, mais cette fois, elle s'est contentée de me donner un rapide baiser d'adieu avant de partir travailler. Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Ava, mais les gens m'appellent souvent Evan. J'ai 49 ans, je suis marié à Martha depuis 24 ans et nous avons 2 enfants, Ross, qui a 22 ans, et Amelia, qui vient d'avoir 20 ans. Mon voyage a commencé à 3 heures de l'après-midi. J'ai quitté le travail et me suis dirigé vers l'aéroport. J'aime toujours arriver tôt pour mon vol de 18 heures afin d'éviter tout stress lié à un éventuel retard. Tout se passait bien et j'attendais patiemment l'annonce du départ du vol. Cependant, la chance n'était pas de mon côté cette fois. Le vol en provenance du Minnesota était retardé en raison du mauvais temps et d'une tempête de neige imminente. Après un retard de 45 minutes, nous avons finalement embarqué dans l'avion. Environ 30 minutes après le décollage, j'ai remarqué que l'avion effectuait un léger virage à gauche. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un simple ajustement, mais il est vite apparu clairement que nous faisions demi-tour. Le pilote a confirmé que, en raison de la violente tempête de neige, nous ne pouvions pas atterrir à Minneapolis et devions donc revenir à notre point de départ. De retour sur la terre ferme, je me suis précipité vers le comptoir d'enregistrement de la compagnie aérienne pour réorganiser mes projets pour le lendemain matin. Heureusement, j'ai réussi à obtenir l'un des derniers sièges disponibles sur le prochain vol. Malgré le fait d'avoir raté la conférence, j'étais déterminé à y assister. Alors que je m'asseyais, une lueur d'espoir a surgi, mais je ne pouvais pas rejoindre immédiatement la conférence. J'ai appelé mon contact à Minneapolis pour l'informer du retard et j'ai laissé un message détaillé sur le répondeur de mon patron. Anxieux, j'ai appelé chez moi en espérant entendre la voix rassurante de Martha. À ma grande surprise, elle n'a pas répondu et la maison était plongée dans le noir, avec sa voiture absente de l'allée. J'ai laissé mes bagages dans la voiture et suis entré prudemment dans la maison. J'ai entendu des voix venant du salon, ce qui m'a étonné. Il s'est avéré que la télévision était restée allumée, et cela m'a conduit à une conclusion troublante. Martha était apparemment rentrée après le travail, et je me souvenais parfaitement d'avoir éteint la télévision avant de partir. J'ai coupé le son du téléviseur et fouillé la maison à la recherche d'un signe d'elle, mais je n'ai rien trouvé. Anxieusement, j'ai appelé son téléphone portable. Elle a finalement répondu chaleureusement, s'enquérant de mon emplacement, une question qui faisait maintenant partie de notre mariage, teintée d'une inquiétude et d'un intérêt authentique. En réponse, elle a mentionné qu'elle était à la maison en train de regarder des émissions de télévision. Au fil de sa réponse, la lassitude de mon long trajet a commencé à m'envahir. À cet instant, je ne désirais qu'une seule chose, être près de ma femme pour trouver du réconfort dans sa présence et partager des moments de proximité, même si ce n'était que quelques précieuses heures. Malgré le retard du vol, je gardais l'espoir de passer des heures de bonheur inattendues dans le confort de notre lit. Cependant, en l'espace de seulement 30 secondes, la satisfaction de rentrer chez moi s'est transformée en un sentiment profond d'incertitude. Au lieu d'anticiper la douce étreinte de ma femme dévouée, avec qui j'avais partagé 24 ans d'amour et de confiance, j'ai été confronté à la révélation choquante du mensonge et de la tromperie. C'était un coup inattendu qui m'a laissé sans voix et incertain. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si elle m'avait vraiment trompé et pourquoi elle aurait fait cela. Il ne semblait y avoir aucune explication logique à sa supercherie, que ce soit au travail, avec des amis ou au restaurant. Je suis resté silencieux un moment, au point que la voix inquiète de Martha a fini par rompre le silence en demandant si j'étais toujours là. Je suis revenu à la réalité et j'ai balbutié, oui, désolé, on a atterri à OR et je dois y aller. Le cœur lourd, j'ai brusquement mis fin à l'appel. Le téléphone a sonné à nouveau, mais cette fois, je l'ai éteint, ayant besoin d'un peu de solitude pour démêler mes pensées qui se bousculaient. Assis sur le canapé, entouré de silence et de vide, je me suis senti envahi par un engourdissement. Une question me hantait, pourquoi Martha m'avait-elle menti ? Peut-être y avait-il une explication raisonnable à ce mensonge, ou peut-être préparait-elle une surprise. Je me suis souvenu d'avoir moi-même organisé tout un stratagème trompeur 4 ans auparavant pour célébrer notre 20e anniversaire de mariage. J'avais planifié en secret une croisière de 2 semaines et impliqué son patron et ses parents dans le plan, créant ainsi un tissu de mensonges. Les souvenirs de ce mensonge me sont revenus en plein dans ma confusion. Une idée persistante s'est glissée dans mon esprit, idée que j'ai farouchement rejetée, pas nous,
nous ne serions pas dans cette situation. C'était tout simplement inconcevable, et pourtant, je me suis dit, et si? Réalisant que ma fille Amelia pourrait être au courant des éventuelles surprises et projets de Martha, j'ai rapidement composé son numéro de mémoire. La voix aimée de ma fille a répondu au téléphone et m'a demandé comment j'allais. Je lui ai retourné la question avec curiosité, et elle a répondu qu'elle venait de finir ses devoirs et regardait la télévision. Sentant l'importance de la situation, j'ai prudemment demandé si elle avait parlé à sa mère récemment et si Martha lui avait mentionné quelque chose. Amelia a dit qu'elles avaient eu leur habituel coup de fil hebdomadaire dimanche, ce qui m'a donné un léger espoir. Je lui ai alors demandé si elle savait quoi que ce soit au sujet d'une surprise que Martha préparait. J'ai précisé que je ne voulais pas connaître la nature de la surprise, seulement si Martha prévoyait quelque chose. Ma voix trahissait mon impatience tandis que j'attendais sa réponse. La réponse d'Amelia a anéanti mes espoirs. Elle a déclaré qu'elle ne savait rien et a demandé ce qui se passait, sans se douter de mon inquiétude. Trouvant une piètre excuse, j'ai prétendu que Martha avait agi de manière un peu étrange ces derniers temps et que je me demandais si elle me cachait une belle surprise, peut-être pour mes 50 ans. Amelia a rapidement écarté l'idée, me rappelant que nous avions déjà fêté mon anniversaire le mois dernier. Constatant que je n'obtiendrais aucune information, j'ai accepté la vérité et souhaité une bonne nuit à ma fille. Elle a répondu, le ton déçu. J'ai compris que la surprise que j'espérais n'aurait pas lieu. Restait la question, pourquoi Martha m'avait-elle trompé? Les explications possibles ont commencé à prendre forme dans mon esprit. Peut-être avait-elle un rapport avec une prochaine promotion. C'était sûrement cela, me suis-je dit, même si je ne comprenais pas pourquoi elle aurait dû mentir. J'ai envisagé la possibilité qu'elle travaillait d'arrache-pied pour obtenir cette fameuse promotion. Ces derniers temps, elle devait rester tard au travail à plusieurs reprises, dévouée comme toujours. Cependant, au fond de moi, je savais que Martha comprenait qu'aucune promotion ne valait le temps qu'on perdait ensemble. Elle savait que je voulais qu'elle réduise ses heures de travail pour passer plus de temps ensemble, requête raisonnable qu'elle comprenait. Ironiquement, je me suis souvenu d'une décision importante que j'avais prise quelques mois avant notre 20e anniversaire, refuser une promotion. Cela faisait près de 5 ans que j'avais accepté avec enthousiasme un poste de vice-président des finances dans mon entreprise, un rôle qui exigeait de fréquents déplacements au siège de la société à Chicago pour des réunions du conseil d'administration et des visites d'usines à travers le pays. Au départ, j'étais ravi, mais Martha a rapidement émis des doutes, me poussant à reconsidérer ma décision. L'exemple d'un collègue qui avait divorcé seulement 2 ans après avoir accepté un poste similaire ne pouvait être ignoré. Bien que le succès financier lui ait souri, il avait payé un lourd tribut en solitude et en souffrance. Vu la situation et le fait que nos enfants avaient encore besoin d'être encadrés et soutenus dans leurs dernières années d'école, Martha ne voulait pas assumer seule cette responsabilité. Tout au long de la semaine, nous avons eu des discussions approfondies sur les conséquences possibles. Peu à peu, il est devenu évident que j'étais sur le point de perdre de vue l'essentiel de ma vie, ma femme et mes enfants. Revenant à la raison, j'ai pris la décision sincère de refuser la promotion, réalisant que mon engagement envers ma famille primait sur tout succès matériel. Ces derniers mois ont été éprouvants car Martha bataillait dur pour sa promotion. Cela a ravivé mes propres doutes concernant l'évolution de ma carrière. À présent que nos enfants étaient à l'université, notre foyer se réduisait à nous deux. Martha pensait que sa promotion était accessible avec un impact minimal sur notre vie familiale, sous forme de quelques voyages d'affaires en plus, alors que je m'inquiétais des nombreuses heures supplémentaires qu'elle devrait faire. La voir seulement 1 ou 2 heures par jour en semaine me laissait insatisfait. Ces instants furtifs ne m'apportaient aucune plénitude, et le manque de moments de qualité ensemble pesait sur mon cœur. Le déclin de notre intimité ne pouvait passer inaperçu. Martha s'absorbait toujours plus dans son travail, passant même ses samedis et parfois ses dimanches au bureau. Lorsqu'elle rentrait, elle était exténuée et n'avait plus d'énergie pour rien d'autre. Cela faisait longtemps, voire à s'en souvenir difficilement, que nous n'avions pas partagé d'instant de proximité. Était-ce il y a 3 semaines? Le mois dernier? Les détails se brouillaient dans un brouillard déprimant. Il était évident que l'âge jouait un rôle dans la diminution de nos élans physiques, mais on ne pouvait ignorer la triste absence de vie de couple que nous partagions autrefois. Il était possible que son mensonge au téléphone soit lié à mon inquiétude, qu'elle cherchait à éviter la discussion et se dissimulait derrière son travail. Pourtant, je dois reconnaître que moi aussi, j'étais parfois en voyage d'affaires ou contraint de faire des heures supplémentaires. En parallèle, j'avais un moyen simple de découvrir la vérité,
appelé la ligne directe de Martha à l'agence de publicité T-Bold pour vérifier. À ma grande surprise, c'est son collègue, Jake Turnbull, qui a décroché. Alarmé, j'ai repris mes esprits, m'attendant à entendre la voix de Martha. Je l'ai salué en utilisant mon surnom, et sa réponse m'a déstabilisé quand il a mentionné que je devrais être en pleine escapade avec Martha. J'étais stupéfait et confus par ses propos, il était évident que quelque chose clochait. Ce soir-là, je me suis retrouvé au cœur d'une série de surprises et j'ai demandé à Jake des éclaircissements sur les vacances supposées. Ensuite, je me suis vite ressaisi, me suis excusé du dérangement et j'ai prétendu avoir composé son numéro par erreur. Sans la moindre inquiétude, il m'a répondu que Martha lui devait un déjeuner pour avoir couvert son poste et ses heures tardives. Exprimant sa frustration d'être encore au bureau à 21h, il a conclu la conversation et raccroché. Progressivement, la vérité est devenue limpide, Martha ne travaillait pas et était en réalité absente de son lieu de travail. D'après Jake, elle avait pris des vacances jusqu'à la fin de la semaine. La panique a lentement pris forme dans mon esprit, se resserrant comme un étau tandis que la peur s'emparait de moi. Où était Martha? Que pouvait-elle être en train de faire? Une pensée désagréable mais silencieuse s'est insinuée en moi, non, ce n'était pas possible. J'ai toujours essayé de voir le meilleur en chacun, de garder un regard positif et d'apprécier la bonté inhérente à chaque être. Pourtant, à contre-séure, j'ai commencé à envisager le pire des scénarios. Était-ce vraiment en train d'arriver? Martha pouvait-elle me trahir de cette manière? La pensée qu'elle soit avec sa sœur Victoria m'a traversé l'esprit sans que je puisse la contenir. Avec le temps, nous avions pris de la distance avec Victoria et son ex-mari, Mike. Autrefois, nous étions très proches, unis par une forte amitié qui semblait indestructible, nos vies liées dans un magnifique tableau de moments partagés. Nous passions nos soirées ensemble, nous nous soutenions, nous nous occupions des enfants, organisions de nombreux rassemblements familiaux et partions même en vacances tous ensemble. Mais tout a basculé ce jour funeste où je suis rentré chez moi avec un terrible mal de tête, à la recherche de calme. J'ai pris 2 comprimés de Tylenol et me suis allongé sur le canapé. Une demi-heure plus tard, Martha et Victoria sont revenues d'une virée shopping, discutant avec entrain. Je ne me suis pas signalé, restant allongé sur le canapé. Soudain, j'ai entendu Victoria aborder un sujet, demandant à Martha si elle avait remarqué le nouveau responsable de rayon au supermarché. Mon cœur s'est emballé tandis que j'écoutais, redoutant la réponse de Martha. Elle a répondu calmement qu'elle le trouvait mignon, admettant qu'il lui avait souri. Puis, avec un certain malaise, elle a ajouté que ce serait mieux qu'il lui sourie après la rencontre d'hier à l'arrière de sa voiture, a déclaré Victoria, d'un ton défiant. À ma grande stupéfaction, ma femme a réagi en désapprouvant, mettant en garde Victoria contre le risque de se faire prendre et de perdre ainsi un bon mari, et plus encore. Imperturbable, Victoria a rétorqué qu'elle agissait toujours avec prudence. Ces mots prononcés, elles sont parties, me laissant dans l'incertitude la plus totale. Moi qui accordais tant d'importance à l'honnêteté et à l'intégrité, je me sentais écrasé par cette révélation. Ne sachant quelle conduite adopter, j'étais à un carrefour. Une chose était sûre, Mike méritait de connaître la vérité. L'entendre causerait un choc terrible, et l'idée me pesait lourdement sur le cœur. Je savais qu'en apprenant la trahison de Victoria, Mike n'hésiterait pas à la chasser de leur foyer. Je portais ainsi le fardeau de causer potentiellement l'effondrement de leur mariage. Avais-je vraiment envie d'en être responsable? Avant de pouvoir prendre une décision finale, ma femme est rentrée avec nos enfants. Rassuré par le fait qu'elle désapprouvait l'attitude de sa sœur, j'ai choisi de reporter mon choix à plus tard. Ce soir-là, avant de nous coucher, j'ai abordé le sujet avec Martha pour solliciter son aide. J'ai introduit la situation avec prudence, lui expliquant avoir découvert qu'il y avait de l'infidélité dans notre entourage. Son expression, d'abord incertaine, a changé lorsque je lui ai demandé sérieusement ce que je devais faire et s'il fallait confronter la tricheuse, avec colère. Martha a marqué une pause, réfléchissant aux circonstances entourant cette affaire. Elle a pris la parole doucement, suggérant qu'il pouvait y avoir des situations particulières et que tout dépendait du contexte. Pour creuser davantage, j'ai proposé des scénarios hypothétiques, évoquant notre ami Mike et demandant s'il fallait fermer les yeux si lui-même avait trompé auparavant et s'il était du genre à faire des rencontres dans un bar. Je cherchais à connaître son point de vue. L'ambiance était lourde tandis que j'examinais diverses possibilités. Soudain, Martha s'est redressée dans le lit, serrant son téléphone d'un air contrarié,
annonçant fermement son intention de prévenir Victoria sur le champ. Instinctivement, je lui ai doucement retiré le téléphone des mains, insistant sur le fait que c'était à moi de gérer la situation, que c'était ma responsabilité. Martha a douté de la justesse de notre décision et m'a demandé ce qui se passait. J'ai répondu avec assurance que j'en étais certain et que j'espérais que Victoria mettrait dehors le coupable de tromperie. Les yeux emplis de détermination, Martha a affirmé que nous ne le laisserions pas s'installer chez nous. Elle a déclaré qu'il trouverait son propre logement et qu'elle ne tolérerait pas un infidèle sous notre toit. Heureusement, tout s'est déroulé en ma faveur et Mike a décroché le téléphone. J'ai commencé d'une voix grave en l'appelant, son gendre préféré. Mike a répondu avec une pointe d'humour, affirmant que j'étais son seul gendre, ce qui faisait automatiquement de moi son préféré. Puis il a demandé ce qui me poussait à l'appeler aussi tard. Prenant une profonde inspiration, j'ai poursuivi prudemment, le prévenant que j'avais surpris une conversation et que j'avais une terrible nouvelle à lui apprendre. Je lui ai annoncé que sa femme n'avait pas été fidèle et l'avait trompé la veille. Un long silence a suivi. Quand il a enfin parlé, sa voix était presque inaudible, submergée d'incrédulité. Il a émis des doutes et m'a demandé si j'étais absolument certain qu'il s'agissait bien de sa Victoria. J'ai confirmé que j'avais surpris la chose de sa propre bouche, décrivant cela comme une vantardise dénuée de tout remords. Exprimant ma compassion, je lui ai dit que nous serions là pour lui et pour les enfants. Mike m'a remercié et a raccroché. Martha m'a alors lancé un regard plein de tristesse, les larmes aux yeux, me murmurant qu'elle était fière de moi et réclamant un câlin. Je me sentais perdu et inquiet, alors je l'ai prise dans mes bras pour la rassurer. Une fois apaisé, j'ai demandé à Martha s'ils envisageraient une thérapie, curieux de connaître leurs prochaines étapes. Exprimant sa fatigue, elle a murmuré sans grande conviction que la thérapie ne changerait peut-être pas grand-chose, car quelqu'un qui avait déjà trompé recommencerait probablement. J'ai acquiescé, pensif. La sonnerie du téléphone m'a extirpé de mon sommeil et j'ai décroché, essayant de ne pas réveiller Martha. La voix de Victoria, furieuse, a explosé à l'autre bout du fil, exigeant des explications sur ce que j'avais raconté à Mike. J'ai répondu avec calme en disant que je lui avais dit la vérité et que l'honnêteté était cruciale. Tandis que Martha m'observait, inquiète et déterminée, Victoria, submergée de colère, a hurlé en accusant sa sœur de l'avoir trahi. J'ai répliqué fermement qu'il arrivait que la vérité surgisse de façon inattendue et que nous étions d'accord pour dire qu'un infidèle devait en assumer les conséquences. Victoria s'est mise à pleurer à chaudes larmes et a avoué que Mike l'avait chassée de la maison. J'ai rétorqué que c'était mérité. Victoria, en désespoir, m'a demandé ce qu'elle devait faire et si elle pouvait venir chez nous. J'ai répondu que nous ne pouvions pas accueillir une infidèle et qu'elle devait se débrouiller seule. Victoria a semblé choquée, et je me suis tourné vers Martha pour savoir ce que je devais répondre à une infidèle qui voulait se réfugier chez nous. Martha s'est penchée vers le téléphone et a déclaré fermement qu'elle ne voulait pas d'infidèle sous son toit et de « dégager ». J'ai alors transmis ce message en notre nom, déclarant que Victoria ne faisait plus partie de nos vies et qu'elle ne devait plus nous approcher. Nous ne voulions pas qu'elle vienne ou qu'elle appelle. Martha s'est alors blottie contre moi et nous avons trouvé un peu de réconfort dans les bras l'un de l'autre. Elle a murmuré qu'elle était fière de la façon dont j'avais géré la situation et nous nous sommes rendormis paisiblement. Cependant, au matin, la tempête a éclaté comme prévu, le père de Martha l'a appelée pour lui hurler dessus. Elle était bouleversée et en larmes après cet échange. Je lui ai expliqué que c'était notre décision commune et que nous avions envisagé de demander conseil et de rompre notre lien avec la tricheuse. J'ai précisé que je n'avais jamais affirmé que Mike avait réellement trompé Victoria, mais que j'avais seulement soulevé un scénario hypothétique. J'ai posé une question qui dérangeait, pourquoi la trahison de Mike serait-elle différente de celle de Victoria ? Martha a pris la défense de sa sœur, objectant que Victoria était de la famille. J'ai exprimé ma déception, demandant s'il était donc acceptable de tromper quelqu'un parce qu'on fait partie de la famille, laissant Martha sans voix un instant. Il y a 3 ans, j'ai eu une discussion décisive avec Martha, déclarant que je ne voulais pas que sa sœur approche nos enfants ou franchisse le seuil de notre maison. Martha a parfois revu sa sœur en secret, mais c'était un sujet tabou chez nous. Elle rendait visite à Victoria à mon insu quand j'étais absent. Avec le temps, Mike a réussi à surmonter l'épreuve et à se reconstruire pour se remarier, tandis que ma rancune à l'égard de Victoria s'estompait. Je ne me souciais plus de sa présence, je me réjouissais de son absence et je reportais toute mon attention sur Martha. Avec prudence, j'ai abordé le sujet, sentant qu'il fallait en terminer.
Je suspectais Martha de ressentir une certaine culpabilité de m'avoir menti, même si j'arrivais à un stade où je ne m'en souciais presque plus. Un événement inattendu a surgi, je me suis retrouvé sur scène, devant un vaste public, lors du congrès. J'ai commencé mon discours, évoquant deux types de personnes quand il s'agit de constater l'usage de mouchoirs, ceux qui nient et ceux qui affrontent la réalité. Pendant ce discours, Dave Millan, le patron de Martha, a levé la main frénétiquement et avoué avoir fui ma femme. Jake Turnbull, assis derrière Dave, a lui aussi reconnu avoir fui ma femme. Un autre homme s'est joint à eux, ajoutant une remarque espiègle, suscitant un moment de partage et de rire léger dans l'assemblée. Soudain, je me suis redressé sur le canapé, essuyant un filet de salive sur ma joue, réalisant qu'il était déjà minuit. J'avais dû dormir plus d'1 heure. Je me suis demandé si Martha était rentrée pendant que je dormais, peut-être sans se douter de ma présence en tant qu'invité surprise. Pressé d'en avoir le cœur net, j'ai gagné la chambre, sans trouver la moindre trace d'elle. Puis j'ai réalisé qu'elle se trouvait probablement chez sa sœur Victoria. J'ai envisagé de contacter Victoria pour savoir où était Martha, puis j'ai hésité, conscient qu'il faudrait pour cela agir en douce, sans le dire à Martha. Je me suis rappelé qu'il m'était déjà arrivé d'aller chercher les enfants de Victoria quelque part, et je me suis demandé si je n'avais pas encore son numéro. En fouillant dans ma liste de contacts, mon regard est tombé sur l'icône « Localiser mon téléphone » installé sur nos 2 portables 1 an plus tôt, après que j'avais égaré le mien lors d'un trajet entre New York et Cincinnati. Ayant pris conscience de ses capacités, j'ai immédiatement lancé l'application. En quelques secondes, je disposais de la localisation du téléphone de Martha, au lac Mills. Je me suis senti perplexe, me demandant ce qu'elle pouvait bien y faire. D'ailleurs, Victoria était en difficulté financière, il lui aurait été impossible de louer un chalet au bord du lac Mills. Le mystère s'épaississait. Le lac Mills était réputé pour ses résidences chics dont le coût dépassait largement celui de notre simple maison. Recourant à Google Earth, j'ai repéré précisément la position de Martha. Elle se trouvait dans un domaine exclusif, entouré d'une imposante muraille de pierre. Je ne comprenais pas ce qu'elle pouvait faire là-bas. Le lac Mills était à 1 heure de route, mais ma détermination de découvrir la vérité a pris le dessus. Je savais qu'une confrontation directe aboutirait à des mensonges. Il me fallait des preuves concrètes avant d'engager toute conversation. Mes sentiments se mêlaient alors que j'atteignais le lac Mills. J'ignorais encore ce que je comptais faire, tout en nourrissant une mince lueur d'espoir quant à une explication innocente. Mon cœur battait la chamade tandis que j'approchais du domaine où se trouvait Martha, redoutant ce qui m'attendait. Face à moi se dressait un portail colossal qui barrait l'accès au domaine. Je n'avais nullement l'intention de m'y présenter en voiture pour annoncer ma présence. Après un examen rapide, j'ai réalisé qu'il valait mieux me garer un peu plus loin, de crainte de voir surgir des gardes ou la police dans ce quartier très sélect. J'ai continué à rouler jusqu'à trouver un chemin de terre discret et j'y ai garé la voiture. Une fois sorti, j'ai commencé à douter, comment franchir le mur de pierre qui me séparait de la vérité. Puis j'ai compris que la propriété s'étendait jusqu'au lac, ce qui me permettrait peut-être d'y accéder de ce côté. Porté par ma détermination, j'ai longé la rive, le cœur affolé à l'idée de parvenir au domaine par là. J'ai fini par apercevoir un manoir somptueux, dont plusieurs fenêtres du 2e étage étaient encore éclairées. Le rez-de-chaussée baignait dans la pénombre, hormis un rideau resté entrouvert, laissant filtrer une lueur chaleureuse à l'extérieur. Espérant un meilleur angle de vue, j'ai repéré un arbre robuste et j'y ai grimpé pour essayer de regarder à l'intérieur. Mon regard s'est posé sur un homme en peignoir blanc, difficile à identifier, sans doute plus âgé que moi. Il a disparu presque aussitôt. Quelques secondes plus tard, une femme est apparue, confirmant mes soupçons, c'était Victoria. Vêtue d'un peignoir ouvert, une coupe de champagne à la main, elle n'avait rien perdu de son charme pour son âge. Tout s'éclairait, Martha était bien avec sa sœur. Ce constat ne m'a pas vraiment surpris. Vu ses problèmes financiers, Victoria recherchait sûrement un homme fortuné. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de penser que Martha se laissait entraîner dans un style de vie auquel je m'opposais et que je ne voulais pas pour elle. Puis j'ai assisté à une scène qui m'a peiné, le même homme que j'avais entreaperçu est revenu vers Victoria et s'est mis à la caresser sans détour. Il a délicatement déposé sa coupe de champagne, puis l'a attirée contre lui. J'ai dû redescendre un peu dans l'arbre et détourner le regard pour ne pas assister à un moment trop intime, même s'il concernait ma belle-sœur. Selon mes valeurs traditionnelles,
l'amour et la vie de couple devaient constituer le ciment d'une relation entre un homme et une femme. Ce que je voyais manquait de tendresse, de cette complicité que j'estimais essentielle. Même si je n'aimais guère Victoria, je ne lui souhaitais pas une vie vide et destructrice. Je me sentais mal à l'aise, témoin de cette scène, et j'ai voulu redescendre. Tandis que le couple disparaissait de mon champ de vision, j'ai croisé le regard de Martha, assise plus loin sur un canapé, arborant un sourire niais et éméché. Mon cœur s'est effondré, je suis resté pétrifié. Son peignoir était ouvert, me dévoilant une image qui scellait le sort de notre mariage. Bouleversé, j'ai reculé, mais j'ai perdu l'équilibre et suis tombé de l'arbre. Les branches ont amorti ma chute, et j'ai eu la chance de m'en tirer avec des blessures légères. Hagard, je me suis relevé en gémissant, le poids de ce que je venais de découvrir me faisant vaciller. Tel un zombie, j'ai erré sans but, hébété. Des larmes me montaient aux yeux tandis que je regagnais ma voiture en boitant, le cœur déchiré. Ce n'était pas la chute de l'arbre qui me faisait souffrir, mais la tristesse déchirante de perdre mon bonheur et de me voir arraché à celle que j'aimais. Durant ces minutes sombres, j'ai envisagé de pénétrer de force dans la maison pour affronter la situation. Mais la réalité m'a rattrapé, je risquais des années de prison pour intrusion ou agression. Je me suis résigné. Seul dans la nuit avec mes pensées, j'étais submergé par des émotions contradictoires. Je ne pouvais plus ignorer la vérité après ce que j'avais vu. Le déni n'était plus une option, et j'étais écartelé entre la tristesse et la colère. Pourtant, j'avais conscience qu'une colère trop violente ne m'apporterait que plus de souffrance. Je savais que, même si j'éprouvais de la rage, je ne ferais jamais de mal à Martha. Les idées se bousculaient. L'option la plus simple semblait être de rentrer chez moi, faire mes valises et la quitter. Vivant dans un état où le divorce sans faute était possible, ayant chacun notre salaire et n'ayant plus d'enfants à charge, la procédure serait sûrement fluide, on partagerait la maison à parts égales, et ce serait fini. Néanmoins, une partie de moi exigeait une forme de justice, une vengeance pour laver l'affront. Soudain, une idée audacieuse m'a traversé l'esprit. Sans tergiverser, j'ai décroché mon téléphone et appelé le numéro de Martha, imaginant qu'elle ne répondrait pas et que je serais dirigé vers sa messagerie vocale. J'espérais qu'elle écouterait mon message rapidement, si jamais elle recevait une notification. « Coucou, chérie », ai-je lancé, parlant à la boîte vocale pour me faire entendre. « Puisque tu n'as pas décroché le téléphone à la maison, je t'appelle sur ton portable. Je voulais te prévenir que tu ne t'inquiètes pas si tu entends mes clés dans la porte dans quelques minutes. » Au milieu de ce chaos d'un vol retardé par une tempête de neige et d'heures d'arrivée incertaines, j'ai laissé un message à Martha, décrivant la situation confuse. Notre avion avait été dérouté sur Chicago, mais nous repartions finalement vers la maison. Il n'avait pas d'heure d'atterrissage précise, j'évaluais un retour chez moi dans environ 30 minutes. J'ai conclu par un « à tout de suite » avant de raccrocher. Sachant qu'elle recevrait une alerte de nouveau message vocal, je me suis imaginé son angoisse à l'idée de devoir composer rapidement une histoire cohérente. Laisser un message à une heure aussi tardive était inhabituel, ce qui aviverait encore plus son stress. Je l'ai imaginé arrachant son téléphone, le cœur battant, pour écouter mon message, dans l'espoir d'y trouver de la clarté au milieu de ce chaos. Dans sa tête, elle comprendrait sans doute qu'elle était sur le point d'être prise au piège de ses propres mensonges. En colère, elle se dirait qu'elle devait filer et se précipiter à la maison, s'habiller à la hâte, répondre aux questions de sa sœur et de son amant. Mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai décroché et, comme je m'y-attendais, elle essayait de savoir combien de temps j'allais mettre avant d'arriver. J'ai enchaîné sur un ton las, m'excusant de la déranger en plein sommeil. Elle a répondu en me disant que tout allait bien, puis m'a informé qu'elle rentrait chez nous et qu'il lui faudrait 1 heure environ, peut-être un peu plus. Je lui ai dit « OK » et elle a immédiatement raccroché. Peu après, j'ai vu sa voiture franchir les grilles du domaine, filant à toute allure sur la route. J'ai senti mon cœur se serrer en remarquant sa conduite hasardeuse, frôlant la sortie de route. Elle était visiblement plus ivre que je ne l'imaginais. Malgré ma frustration, je me suis inquiété pour elle, craignant un accident qui aurait pu lui coûter la vie ou blesser des innocents. Malgré ma rancune, l'idée qu'elle puisse se tuer m'était insupportable, car elle restait la mère de mes enfants. Déterminé à prévenir le pire, j'ai décidé de la suivre pour pouvoir intervenir au besoin. Agissant rapidement, j'ai appelé un service d'urgence pour signaler un conducteur ivre. J'ai décrit sa conduite irrégulière, la manière dont elle avait failli me percuter, et j'ai fourni les informations sur son véhicule,
une Ford Taurus bleu foncé immatriculée, avec les 4 derniers chiffres de la plaque que j'avais retenus. J'ai insisté sur l'urgence de stopper cette voiture avant que le conducteur ne blesse quelqu'un. L'opérateur m'a remercié et assuré qu'une patrouille allait intervenir. Gardant une distance de sécurité, j'ai continué à la suivre en surveillant la circulation. 2 sorties plus loin, j'ai aperçu une voiture de police qui se préparait à l'intercepter. À bonne distance, j'ai distingué la voiture de police se positionner sur le pont, face à la route. Quand la voiture de Martha est apparue, la patrouille s'est lancée et a allumé ses gyrophares, l'obligeant à se ranger. Je suis passé devant elle, partagé entre le soulagement et une profonde tristesse. 3/4 d'heure plus tard, je suis arrivé à la maison, le cœur lourd. C'était à la fois ironique et tragique. En une seule nuit, la vie de celle que j'avais tant aimée aurait pu se briser pour une succession de mauvaises décisions. J'ai pris conscience que Martha aurait pu se tuer dans un accident de voiture, causant peine et souffrance à nos enfants. J'ai fait une pause pour réfléchir, laissant mes peurs m'atteindre. L'amour que j'avais pour Martha ne faisait plus vraiment partie de l'équation. Ce n'était pas que je ne l'aimais plus, mais je ne m'imaginais plus un avenir avec elle. J'avais fait ce qu'il fallait pour la mettre hors d'état de nuire, mais surtout, je voulais me protéger, moi, de nouvelles douleurs. Finalement, j'ai coupé le téléphone fixe de la maison et mis mon portable en silencieux, désirant un peu d'intimité pour réfléchir. Après avoir passé des heures à chercher une excuse au mensonge de Martha, j'ai compris que la raison la plus simple avait toujours été sous mes yeux. Déçu de moi-même, j'ai ouvert une bouteille de vin et j'ai réfléchi aux étapes suivantes. Pendant tant d'années, j'avais cru que notre amour vieillirait comme un grand cru, pour atteindre son apogée. Maintenant, confronté à la réalité de notre rupture, j'étais face à une question cruelle: que faire? En sirotant mon verre, la nuit avançant, je cherchais une clarté. L'amour qui nous unissait était devenu un vinaigre amer, me laissant dans une peine atroce. Cette blessure ne venait pas seulement de sa trahison, mais aussi de la prise de conscience que notre amour s'était fané. Un amour qui m'avait défini pendant 26 ans, dont 24 de mariage. Sans elle, j'étais perdu, comme une âme dérivant sans repère, privé d'identité. Pourrais-je continuer sans cet amour? L'angoisse s'est intensifiée, m'amenant à envisager d'en finir avec cette souffrance, peut-être en sautant d'un pont. Jamais je n'aurais imaginé ma vie sans Martha. Recommencer à zéro me paraissait insurmontable, plein d'incertitudes. Comment envisager l'avenir quand la personne qui était tout pour vous disparaît? Je ne savais plus par où commencer. Pendant toutes ces années, la famille était au centre de mon existence. Chaque choix était pesé pour le bien-être de ma femme et de mes enfants. Même notre vie sociale tournait autour de la famille. Je participais à peine aux événements d'entreprise, hormis le pot de Noël annuel, et je m'éclipsais dès que possible. Les rares fois où je sortais un peu plus étaient peu nombreuses. Ces 10 dernières années, je repensais avec nostalgie à l'époque où nous sortions davantage avec des collègues. Mais aujourd'hui, avec les enfants partis, nous n'étions plus que Martha et moi. Et désormais, je me retrouvais seul, noyé dans mon chagrin. Je n'avais plus personne à aimer ni sur qui compter. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment seul. Pourquoi avait-elle choisi cette voie? Pourquoi tromper plutôt que de divorcer simplement? Certes, un divorce aurait été plus douloureux, mais au moins plus respectueux de nos années et de nos bons moments partagés. Quand avait-elle cessé de m'aimer? Avait-elle simplement patienté que nos enfants grandissent et s'en aillent pour s'éloigner de moi? À quel moment ses attentions envers moi ont-elles cessé? Tandis que nos enfants prenaient leur envol, j'y voyais l'occasion de resserrer nos liens, alors qu'elle y voyait la fin de notre chemin commun. À mes yeux, l'arrivée de cet étranger, qui avait manifestement ses aises chez elle, laissait supposer un certain confort entre eux ou, tout du moins, la facilité avec laquelle il s'était installé dans le mensonge. Martha et son amant, me laissant seul et délaissé, prouvaient clairement que nous ne formions plus un couple. Au cœur de mon désespoir, ma peine m'a paradoxalement ancré à la vie. Elle me rappelait ce que j'avais perdu, ces instants de bonheur qu'on avait vécus, et surtout la présence de nos enfants. Dans ce moment sombre, mes enfants m'ont sauvé. Mon estime de moi avait chuté si bas que je ne trouvais pas la force de me relever. Pensant à eux, j'ai ressenti une impulsion de survie, une lueur d'espoir. Ross et Amelia allaient bientôt s'engager dans leur propre vie, peut-être fonder leur propre famille. Pour me protéger de la détresse, je devais m'éloigner de tout cela. Ce ne serait pas simple. Je vivrais dans la souffrance, mais je savais que je porterais toujours en moi le souvenir de Martha, de mon amour pour elle,
teintée désormais de l'image d'elle dans les bras d'un autre. Il me fallait m'extraire de ce contexte au plus vite. Je n'ai jamais eu des attentes élevées en matière de biens matériels. Bien que mes parents n'aient pas été riches, j'ai eu la chance de grandir dans une famille où l'amour était profond. Les biens matériels qui nous entourent semblent futiles en comparaison. En évaluant tout ce que je possédais, je me suis rendu compte que seuls mes vêtements, ma voiture et mon ordinateur portable comptaient vraiment. Plus j'y réfléchissais, plus mon issue se précisait. J'ai choisi de faire mes valises et de disparaître. Je ne voulais plus jamais revoir cette femme qui avait été l'axe central de mon univers. Son simple visage, je le savais, raviverait la douleur. Animé d'une résolution nouvelle, je me suis levé pour agir. J'ai rapidement préparé mes bagages en 30 minutes à peine. Bientôt, je les chargeais dans la voiture. Il était à peine 6 heures du matin quand j'ai eu fini. Épuisé mais résolu, j'ai décidé de faire une courte sieste, convaincu que Martha resterait en cellule de dégrisement jusqu'à tard dans la matinée. Quand j'ai fermé les yeux, une foule d'idées me sont venues. Comment allais-je tout recommencer? Mon téléphone m'a réveillé à 9 heures. Sans tarder, j'ai fixé un rendez-vous urgent avec un avocat. Puis je suis allé prendre une douche, lavant symboliquement les vestiges du passé. Le cœur serré, j'ai retiré mon alliance et l'ai posée sur la table près du téléphone. Ce dernier geste marquait le début de ma nouvelle vie, quête de liberté et de bien-être. J'ai ensuite rédigé une lettre à Martha pour exprimer ma peine, persuadé qu'un face-à-face n'apporterait plus rien. J'avais besoin d'exprimer ce que je ressentais. Martha. Il me peine de constater que je te vois désormais suivre le chemin d'une promiscuité effrénée et de la solitude qui accompagne souvent ta sœur. C'est peut-être un héritage familial. Au moment où tu liras ceci, je me serai complètement effacé de ta vie, veillant à ce que nos chemins ne se croisent plus. Ta trahison est si profonde que j'en perds pied. Je ne pouvais imaginer à quel point ma douleur serait vive. Malgré tout, je tiens à te remercier pour nos 24 années de bonheur et pour les 2 merveilleux enfants que tu m'as donnés. Par souci d'honnêteté et d'équité, je serai bref dans cet adieu. Puisses-tu vite retourner dans les bras de ton amant, laissant derrière toi notre famille brisée. Je ressens une soif de justice que tu n'as pas pu assouvir. Tes frasques dissolues t'ont-elles procuré la moindre satisfaction ou quelque vengeance pour tes actes? Au vu du luxe de la demeure, l'homme qui t'accompagnait semble très riche. Je n'ai plus envie de te revoir ni de te parler. Nous n'avons plus rien à nous dire. Nos avocats géreront les formalités. Je te demande simplement de signer rapidement les papiers du divorce. La raison de notre séparation n'a plus d'importance. Ava. À 10 heures ce matin-là, je suis allé à la banque. J'ai soldé nos dettes sur la carte de crédit et fermé le compte. J'ai retiré l'intégralité de nos économies et de nos titres, laissant juste assez sur le compte courant pour payer le crédit immobilier et les factures pendant 2 mois. J'ai également fait enlever mon nom du compte joint. À ma sortie, j'avais un chèque d'environ 250 000 $. Avant midi, j'étais au bureau, face à mon patron, surpris de me voir alors qu'il me croyait à Minneapolis. Il fut encore plus stupéfait quand je lui ai annoncé ma démission immédiate et mon départ de la ville. Nous avions un lien particulier, au-delà d'une simple relation de travail. Mon patron avait conservé son poste actuel car j'avais refusé la promotion. Au début, cela l'avait contrarié, mais depuis qu'il avait divorcé, 2 ans plus tôt, il avait compris que j'avais décliné cette opportunité pour éviter de le mettre, lui, dans une situation délicate. Notre relation s'était transformée en un véritable partenariat, loin du cadre classique supérieur, employé. Il m'a alors proposé un poste dans la nouvelle division optique de l'entreprise à Tucson, moins rémunéré mais offrant la possibilité d'une vie plus abordable et un logement convenable. Nous avons scellé l'accord par une poignée de main. Il s'est engagé à annoncer officiellement que je quittais volontairement mes fonctions. L'étape suivante consistait à rencontrer mon avocat pour officialiser ma séparation de Martha. Je lui ai demandé de lui transmettre les documents du divorce, en lui conférant procuration pour vendre la maison représentant la moitié de nos actifs. Mon avocat, un ami proche de la famille, a tenté de me persuader d'envisager d'autres options, mais il a vite compris les changements majeurs qui m'attendaient. Avant minuit, je serais parti dans un autre état, une autre ville, sans femme. L'après-midi, épuisé, j'ai trouvé un motel un peu vieillot pour me reposer. Vers 20 heures, j'ai pris un téléphone jetable acheté pour l'occasion et j'ai appelé Ross, mon fils. Je lui ai expliqué que c'était mon nouveau numéro. Il m'a demandé si j'avais des nouvelles de maman.
J'ai répondu que, la veille, j'avais découvert qu'elle m'avait trompé. Bouleversé, il m'a demandé ce que j'allais faire. J'ai dit que j'avais tout réglé, mes affaires étaient prêtes, j'avais vidé mes comptes, quitté mon travail et je partais vers le sud pour rompre avec elle. J'ai mentionné qu'elle recevrait les papiers du divorce d'ici la fin de la semaine. Ross m'a demandé si Amelia était au courant. Je lui ai répondu que non, pas encore. Je lui ai promis de le tenir informé et de l'appeler régulièrement. Nous nous sommes dit que nous nous aimions, et j'ai conclu en lui demandant de ne pas s'inquiéter pour moi. Après avoir raccroché, j'ai appelé Amelia. La discussion a été très triste. Mes enfants ont pris conscience, le cœur lourd, de l'influence néfaste de leur tante Victoria et ne comprenaient pas comment leur mère pouvait causer la même souffrance dans notre famille. À mes yeux, c'était sûr, Victoria avait amené sa sœur à agir de la sorte. Amelia, toujours franche, a rompu le silence en me demandant depuis combien de temps cela durait et pourquoi nous ne lui suffisions plus. Je l'ai rassurée en disant que la durée et les raisons n'avaient plus réellement d'importance. Je lui ai expliqué que je l'aimais de tout mon cœur, que j'avais fait confiance à Martha, et qu'elle m'avait trompé. J'ai dit à Amelia de ne pas s'en faire, que je m'en remettrais avec le temps, surtout si je restais à distance de sa mère. Je lui ai promis de lui communiquer ma nouvelle adresse et qu'elle pourrait venir chez moi une fois son année scolaire terminée. En lui faisant cette promesse, j'avais les larmes aux yeux, car je voulais qu'elle sache qu'elle serait toujours là. Bienvenue auprès de moi. À Tucson, la division optique ne comptait qu'une trentaine d'employés. Le directeur de district, plus paternaliste qu'autoritaire, instaurait une ambiance cordiale. Dès mon arrivée, je m'y suis senti accepté, ce qui m'a un peu aidé dans cette période de transition. Un mois plus tard, j'ai trouvé une jolie maison dans un lotissement. Durant ce temps, je n'ai eu aucun contact avec Martha, hormis via mon avocat ou mes enfants. Avancer n'était pas de tout repos. La situation la plus épineuse est survenue lorsque mon avocat m'a appris que Martha était prête à s'opposer au divorce, qu'elle ne voulait pas rompre et qu'elle était prête à mener un combat jusqu'au bout, quitte à nous ruiner tous les deux. J'ai répondu avec calme que je ne souhaitais plus divorcer par voie juridique, que je m'en moquais, et que je lui laissais une chance de reconstruire sa vie malgré nos 24 ans de bonheur. J'ai demandé à mon avocat de lui transmettre le message que je ne voulais plus de vie commune avec elle et de lui souhaiter bonne continuation. J'ai ajouté des propos plus crus, lui demandant de la renvoyer en enfer, ce que mon avocat a accepté de faire en plaisantant, tout en m'avertissant que cela me coûterait $150 supplémentaires. Les discussions avec mes enfants ont été plus difficiles. Chacun leur tour, ils ont dû accepter qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Amelia m'a dit un jour, « Papa, maman a complètement perdu les pédales quand j'ai dit que je comptais vivre avec toi cet été. » Je lui ai promis de faire de mon mieux pour passer la voir et voir ses grands-parents, mais sa réaction était si inquiétante que j'ai préféré éteindre mon téléphone plusieurs jours. L'état de Martha s'est encore aggravé quand Ross a choisi de partager ses vacances entre nous deux. Quant à Martha, je m'abstenais de demander des nouvelles. Je voulais juste avancer. Ce n'était pas évident parce que je sentais encore un peu de tendresse envers elle, mélange de souvenirs liés à notre vie commune avant sa trahison. Pourtant, mes enfants m'ont tenu informé, à ma grande surprise, qu'elle traversait une dépression sévère. Une phase identique à celle que j'avais moi-même endurée. C'était incompréhensible. En trompant, elle avait blessé ce qu'elle était censée aimer, anéanti notre mariage, et désormais, elle poursuivait sa vie. Pourquoi serait-elle dépressive, alors que j'avais fait le nécessaire pour l'aider à poursuivre son chemin? Son refus de divorcer tenait sûrement du déni, une façon de ne pas affronter la conséquence de ses actes ayant brisé notre foyer. C'était absurde, n'est-ce pas? J'avais passé, moi, quelques heures en plein déni, mais elle semblait y stagner depuis 2 ans. Malgré tout, elle restait en contact avec nos enfants, tentant même de manifester des regrets via eux. Ils nourrissaient l'espoir que nous nous réconcilierions. Je ne parvenais pourtant pas à imaginer un tel scénario. La distance géographique n'arrangeait rien pour eux, obligés de choisir entre leur mère et moi. Martha ne les lâchait pas, leur demandant sans relâche où je me trouvais. Tout ce qu'elle savait, c'était que j'étais quelque part dans un état du Sud. Presque 3 ans s'étaient écoulés depuis mon départ quand Martha a finalement découvert où je vivais. Un jour, en sortant du travail, je l'ai aperçue qui m'attendait près du bureau. J'étais sidéré qu'elle ait fini par trouver dans quelle ville j'avais élu domicile, alors que j'avais tout fait pour rester introuvable. D'après ce que mes enfants m'avaient confié, elle était persuadée qu'une rencontre en personne suffirait à me faire changer d'avis. De mon côté,
Je voulais clore ce malentendu au plus vite. Discrètement, je suis sorti par une porte latérale, le cœur battant, et j'ai appelé Louise pour la mettre au courant. Ensuite, je me suis montré exprès dans son champ de vision, la laissant me suivre. J'ai roulé un moment en ville, suis passé faire des courses, puis je suis rentré chez moi. Arrivé devant la maison, je me suis garé, et Louise, une belle latina de 30 ans, a ouvert la porte au lieu et place de mes clés. Quelques instants plus tard, la sonnette a retenti. Louise, un bébé d'1 an dans les bras, s'est empressée d'ouvrir. À travers la porte de la cuisine, j'ai vu la stupéfaction de Martha face à cette scène. Louise l'a saluée avec un accent espagnol prononcé, lui demandant comment elle pouvait l'aider. Martha lui a répondu qu'elle souhaitait me parler. À ce moment précis, Louise m'a interpellé depuis la porte, et j'ai pris l'enfant dans mes bras. Louise m'a dit de veiller sur notre fille pendant qu'elle finissait de préparer le dîner. Je me suis adressé à Martha, l'air surpris, un brin ironique, en lui demandant ce qu'elle voulait après ces presque 3 ans de silence. Elle m'a murmuré d'une voix à peine audible qu'elle tenait à s'excuser, qu'elle regrettait profondément la souffrance qu'elle m'avait infligée. Elle admettait que ce n'était pas ma faute, mais bien sa bêtise. Martha a affirmé qu'elle m'aimait, hier comme aujourd'hui, et que j'étais le meilleur mari et père dont une femme puisse rêver, tandis qu'elle se qualifiait d'irréfléchie et de sincèrement désolée pour le mal causé. Ses excuses semblaient sincères, mais je devais rapidement mettre fin à cette mascarade. J'ai fait mine de sourire, affichant un air faussement satisfait. Je lui ai répondu, « Eh bien, tout va bien, comme on dit, tout ça, c'est du passé. Je n'y ai plus pensé depuis longtemps, je peux vraiment te dire que je te pardonne. » Regardant la petite Tamarita, rayonnante dans mes bras, j'ai poursuivi, « Pour conclure, je te souhaite sincèrement une vie heureuse et pleine d'amour, comme la mienne. » Mon ton était empli de véritables sentiments, même s'il servait mon intention de m'en tenir là. Martha s'est mise à pleurer silencieusement. Elle s'est approchée, m'a étreint timidement, puis est partie précipitamment. J'ai refermé la porte. Louise, voyant ma fragilité, est sortie de la cuisine, émue pour moi, tout en douceur. Elle m'a pris dans ses bras et m'a déposé un léger baiser sur le front. Devant mon état, elle a saisi le téléphone en déclarant « Je dois prévenir Horacio que je rentrerai bientôt avec notre fille. » Elle dégageait une chaleur rassurante. J'ai murmuré « Merci, Louise », reconnaissant son soutien constant. Je lui ai demandé de confirmer à Horacio que je l'attendais pour le barbecue samedi, ce qu'elle a accepté, souriante. Bien sûr, patron, à demain au bureau. La semaine suivante, mon avocat a reçu les papiers du divorce dûment signés par Martha. Progressivement, j'ai réalisé que le temps permettait de guérir et que j'avançais à mon rythme. Je m'étais rapproché de quelques amis, ne partageant finalement une intimité qu'avec l'une d'elles, sans véritable engagement. Il semblait que je surmontais peu à peu la souffrance passée. Je ne craignais plus autant les femmes, me libérant de ma nervosité et de ma timidité. Constatant ces progrès personnels, j'ai pensé qu'il était temps d'accepter la proposition de Louise, me présenter une femme gentille et compatible. J'envisageais sérieusement cette éventualité, aspirant de nouveau à un bonheur authentique. Maintenant, je remets pourtant en question mon choix d'avoir toujours évité un face-à-face avec Martha. Pas au point de regretter de l'avoir quittée, car je reste convaincu que c'était la meilleure décision pour moi. Mais j'ai longtemps cru que nous n'avions plus rien à nous dire, persuadé qu'elle connaissait ma vision de l'infidélité et la manière dont je réagirais. Or, en entendant les bribes de son histoire lors de notre bref échange, je me demande si j'aurais dû éviter cette confrontation malgré mon aversion. Une chose ne fait aucun doute, me détacher d'elle a été salutaire. J'ai trouvé la paix et me suis reconstruit loin de cette atmosphère toxique. J'aimais Martha à un point tel que, si j'avais dû la voir au summum de ses regrets, j'aurais peut-être cédé en l'autorisant à se faire pardonner, ce qui n'aurait fait que prolonger la souffrance et se solderait inévitablement par un divorce. Aujourd'hui, 3 ans après son infidélité et notre séparation, l'excuse de Martha m'a soudain apporté un sentiment de clôture. Elle m'a libéré de la douleur qui me hantait et me redonne la perspective d'aimer à nouveau un jour. Peut-être envisagerai-je même de lui révéler que je n'ai pas vraiment une deuxième fille. Je ne sais pas encore si je ferai ce choix. Je ne lui dois plus rien, et c'est moi qui déciderai de lui dévoiler ou non. Je me sens enfin dégagé de toute obligation envers elle. Je suis prêt à avancer et à vivre un nouveau chapitre. Mais pas pour longtemps. Hier, j'étais devant la tombe de Martha, avec mes enfants et de nombreux membres de la famille, dont Victoria. Je pleurais à chaudes larmes comme tout le monde,
mais je n'ai pas vu une seule larme sur le visage de Victoria. Martha, dans un état de désespoir profond et d'ébriété, a eu un accident fatal. Les secours n'ont rien pu faire pour la sauver. Longtemps, je me suis demandé pourquoi Victoria avait poussé sa sœur à entretenir cette relation extra-conjugale. Au final, je n'ai trouvé qu'une explication, c'était une forme de vengeance pour Martha et moi, après que nous avions révélé la tromperie de Victoria, provoquant la fin de son mariage avec Mike. Peut-être Victoria ressent-elle un certain soulagement, maintenant que sa sœur repose dans un cercueil. Et moi, je sais une chose, plus jamais je n'aimerai une femme comme j'ai aimé Martha. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.